Ma belle-fille m'a mise à la porte. Cette maison appartient à votre fils maintenant, vieille. Vous ne commandez plus ici. Je suis allée vivre à l'hôtel. Une semaine plus tard, je suis revenue avec l'agent immobilier. J'ai vendu la maison pour 1,8 million de dollars. Quand ma belle-fille a découvert que l'acte de propriété était à mon nom, j'ai toujours su que la vie réserve des surprises à ceux qui s'y attendent le moins. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'à 68 ans, je vivrais l'un des plus grands bouleversements de mon existence. Je m'appelle Aurélie Alain et pendant 4 décennies, j'ai construit une vie solide aux côtés de mon défunt mari, Nolan. Ensemble, nous avons élevé notre fils unique, Thierry, dans une maison qui est devenue le centre de tous nos souvenirs familiaux. La propriété se trouvait dans un quartier huppé de la ville, une élégante construction de 3 étages que Nolan et moi avions achetée quand Thierry était encore enfant. Chaque pièce gardait des souvenirs précieux. La chambre où mon fils faisait ses premiers pas, la cuisine où nous préparions les repas dominicaux, le jardin où Nolan cultivait ses rosiers avec tant d'amour. Quand il est parti, il y a 5 ans, cette maison est devenue mon refuge et ma forteresse. Thierry a toujours été un fils dévoué, du moins c'est ce que je croyais. Diplômé en ingénierie, il a construit une carrière solide et semblait avoir hérité de la responsabilité et du caractère de son père. Quand il m'a présenté Daphné Almeida, une jeune femme de 32 ans qu'il avait rencontrée au travail, j'étais sincèrement heureuse de le voir trouver quelqu'un de spécial. Elle était belle, bien articulée, venait d'une famille de classe moyenne et montrait de l'ambition professionnelle. À l'époque des fiançailles, je croyais vraiment qu'elle serait une bonne épouse pour mon fils. Les premières années de mariage se sont déroulées sans grand soubresaut. Thierry et Daphné habitaient un appartement au centre-ville, me rendaient visite régulièrement le dimanche et je sentais que notre famille était à nouveau complète. Daphné s'est toujours montrée polie et respectueuse envers moi. Bien que je perçoive une certaine froideur dans ses gestes, une distance calculée que j'attribuais à la différence de génération. Tout a commencé à changer lorsque Nolan aurait eu 70 ans s'il était encore vivant. À cette date symbolique, j'ai senti une profonde solitude m'envahir. La maison de 3 étages semblait plus grande chaque jour, les silences plus longs, les nuits plus vides. C'est alors que Thierry a suggéré qu'il y vienne vivre temporairement avec moi, prétextant que ce serait bon pour tous. J'aurais de la compagnie, ils économiseraient de l'argent pour acheter leur propre maison, et nous pourrions mieux nous connaître en tant que famille. Au début, l'idée me semblait merveilleuse. J'imaginais des dîners en famille tous les soirs, des conversations dans le salon, la maison à nouveau pleine de vie et de mouvement. Daphné a accepté avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, mais j'ai interprété son hésitation comme l'inquiétude naturelle d'une jeune épouse concernant l'intimité du couple. Thierry m'a assuré que ce ne serait que pour quelques mois, le temps nécessaire pour organiser leurs finances et trouver l'endroit idéal pour vivre. Les premiers jours, tout s'est passé comme prévu. Daphné aidait aux tâches ménagères, Thierry rentrait plus tôt du travail pour dîner ensemble, et je me sentais à nouveau utile, m'occupant de la maison et préparant des repas élaborés. Cependant, je n'ai pas tardé à remarquer de petits signes que quelque chose n'allait pas. Daphné a commencé à faire des commentaires subtils sur la décoration de la maison, suggérant des changements qu'elle considérait plus modernes. Elle se plaignait discrètement du bruit que je faisais le matin quand je me levais tôt pour arroser les plantes du jardin. Les tensions se sont intensifiées quand Daphné a commencé à recevoir ses amis sans me consulter. Je rentrais de la pharmacie ou du marché et je trouvais des inconnus dans mon salon, buvant du café dans mes tasses en porcelaine, laissant des traces de rouge à lèvres sur les bords délicats que Nolan m'avait offerts comme cadeau de mariage. Quand j'ai questionné Thierry à ce sujet, il m'a dit que j'exagérais, que Daphné avait le droit de recevoir ses amis à la maison. La première confrontation directe est survenue un mardi après-midi. Je réorganisais la bibliothèque du 2e étage, un lieu sacré où Nolan gardait ses livres d'histoire et de philosophie, quand Daphné est apparue avec une expression déterminée sur le visage. Elle m'a informé qu'elle comptait
transformé cet espace en bureau pour travailler à domicile, son entreprise adoptant le système du télétravail. J'ai calmement expliqué que cette bibliothèque avait une valeur sentimentale inestimable pour moi. Mais elle a rétorqué que nous devions nous adapter au temps moderne et que les vieux livres occupaient un espace inutile. Ce soir-là, j'ai parlé de l'épisode avec Thierry, espérant qu'il comprenne ma position et serve de médiateur. À ma surprise, il a pris le parti de son épouse, argumentant que je devais être plus flexible et comprendre qu'ils avaient aussi des besoins pratiques. J'ai senti comme si je recevais un coup de poing dans l'estomac. Mon propre fils, élevé dans cette maison, éduqué parmi ses livres, était prêt à rejeter notre histoire familiale au profit du confort de son épouse. Les mois suivants se sont transformés en une guerre silencieuse des territoires. Daphné a commencé à changer de petites choses sans me consulter. Elle a remplacé les rideaux du salon par des modèles qu'elle jugeait plus élégants, substitué mes ustensiles de cuisine par des versions plus modernes, réorganisé la disposition des meubles selon son goût personnel. Chaque modification était présentée comme une amélioration nécessaire, mais je sentais que je perdais des morceaux de mon identité à chaque changement effectué. La situation s'est devenue insoutenable lorsque Daphné a décidé que le jardin avait besoin d'une réfection complète. Elle a engagé un paysagiste sans m'en informer et prévu d'arracher les rosiers que Nolan avait plantés avec tant d'amour pour les remplacer par des plantes grasses qui demandaient moins d'entretien. Quand j'ai découvert le projet, j'ai eu une discussion houleuse avec elle pour la première fois depuis qu'elle habitait dans ma maison. C'est à ce moment que j'ai remarqué un changement dramatique dans le comportement de Daphné. Le masque de politesse et de respect est finalement tombé, révélant une personnalité autoritaire et manipulatrice qu'elle avait habilement dissimulée pendant des années. Elle m'a dit clairement que je vivais dans le passé, accrochée à des souvenirs qui empêchaient la famille d'avancer. Selon elle, Thierry méritait une maison moderne et fonctionnelle, pas un musée dédié à son père défunt. Les paroles de Daphné m'ont profondément blessée, mais ce qui m'a fait le plus mal était le silence de Thierry. Il était présent pendant notre discussion et n'a pas dit un mot pour me défendre. Il est simplement resté là, immobile, les yeux baissés, comme un petit garçon réprimandé par sa maîtresse. À cet instant, j'ai compris que j'avais perdu mon fils au profit d'une femme qui avait réussi à le manipuler complètement. Durant les semaines suivantes, l'ambiance domestique est devenue de plus en plus hostile. Daphné ne prenait plus la peine de dissimuler son irritation envers moi, soupirait bruyamment quand je parlais pendant le dîner, levait les yeux au ciel quand je racontais des histoires sur Thierry enfant et faisait des commentaires sarcastiques sur mes habitudes et mes préférences. Thierry restait passif, évitant les conflits et se réfugiant dans son travail pour ne pas avoir à gérer la tension croissante entre sa mère et son épouse. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison, marchant sur la pointe des pieds pour ne pas déranger, évitant d'utiliser certaines pièces pour ne pas créer de friction, diminuant ma présence pour essayer de maintenir la paix familiale. C'était une situation dégradante et humiliante pour une femme de mon âge qui avait consacré toute sa vie à cette famille et à ce foyer. La goutte d'eau est venue un lundi matin, quand je me suis réveillée et j'ai trouvé Daphné dans la cuisine en train de parler au téléphone avec quelqu'un des plans de rénovation. Elle discutait de la possibilité d'abattre un mur entre le salon et la cuisine pour créer un concept ouvert à la mode. Quand elle a raccroché, je l'ai interrogée à ce sujet. Elle m'a répondu avec une froideur cinglante que je n'avais plus voix au chapitre dans les décisions concernant la maison, puisque maintenant elle et Thierry étaient responsables de la propriété. Ces mots ont résonné dans mon esprit comme un tonnerre assourdissant. J'ai senti ma respiration se bloquer un instant, comme si l'air avait été aspiré hors de la cuisine. Daphné m'observait avec une expression de supériorité que je n'avais jamais vue auparavant, attendant ma réaction avec une évidente satisfaction. Je suis restée silencieuse quelques secondes, digérant l'ampleur de ce que je venais d'entendre. Comment ça, je n'ai plus voix au chapitre dans les décisions concernant ma propre maison, ai-je demandé, essayant de garder mon sang-froid, malgré le tremblement que je sentais dans mes mains. Daphné a laissé échapper un rire amer et a croisé les bras sur sa poitrine,
adoptant une posture de défi qui m'a complètement déconcertée. « Aurélie, vous devez comprendre que les choses ont changé. Thierry et moi sommes un jeune couple avec des besoins modernes et cette maison doit refléter notre style de vie. » J'ai essayé d'argumenter que cette propriété avait été mon foyer pendant des décennies, que chaque pièce gardait des souvenirs précieux de ma vie avec Nolan. Mais Daphné m'a interrompu d'un geste impatient de la main. Elle m'a dit que je vivais prisonnière du passé, que mon obsession de tout préserver exactement comme c'était empêchait le progrès de la famille. Selon elle, Thierry méritait d'avoir une épouse heureuse dans une maison qui reflète la personnalité du couple, pas les fantômes des générations précédentes. « Où est mon fils ?» ai-je demandé, ressentant le besoin désespéré de parler avec Thierry de cette situation absurde. « Il est parti tôt pour une réunion importante et ne rentrera que ce soir, » a répondu Daphné avec un sourire qui ne cachait pas sa satisfaction. « Mais je peux vous dire d'avance qu'il est d'accord avec moi sur tout. Hier encore, nous parlions de votre difficulté à accepter les changements. » Ces mots m'ont frappé comme des coups de poignard directs au cœur. Imaginer que mon propre fils discutait de mes défauts avec sa femme, planifiant des changements dans ma maison sans me consulter, fut une révélation dévastatrice. J'ai senti comme si des décennies de dévouement maternel avaient été effacées en un clin d'œil, remplacées par une alliance entre Thierry et Daphné qui m'excluait totalement. Durant le reste de cette matinée, j'ai parcouru la maison en observant chaque détail avec un regard différent. Les murs qui avaient été témoins de mon bonheur aux côtés de Nolan, les meubles que nous avions choisis ensemble durant nos premières décennies de mariage, les photographies qui documentaient notre histoire familiale, tout semblait menacé par la présence invasive de Daphné. Je me sentais comme une intruse dans ma propre demeure, une visiteuse, indésirable qui devait demander la permission d'exister. L'après-midi apporta une escalade dramatique de la tension lorsque je trouvai Daphné en train de réorganiser l'armoire de la salle à manger, rangeant ma porcelaine dans des cartons. Quand je l'ai questionnée sur ses intentions, elle m'a froidement expliqué qu'elle comptait remplacer mon service de vaisselle par un modèle plus contemporain qu'elle avait vu dans une boutique de décoration. Selon elle, ma vaisselle était démodée et occupait un espace inutile dans l'armoire. Cette vaisselle était un cadeau de mariage de mon défunt mari. Ai-je expliqué d'une voix étranglée par l'émotion. Chaque pièce a une valeur sentimentale inestimable pour moi. Daphné soupira avec impatience et continua d'emballer les assiettes sans montrer la moindre considération pour mes sentiments. Aurélie, vous devez apprendre à vous détacher des choses matérielles. Le sentimentalisme excessif empêche les gens de vivre dans le présent. À ce moment-là, quelque chose s'est définitivement brisé en moi. Ce n'était pas seulement à propos de la vaisselle ou de la décoration de la maison, mais du manque de respect systématique que je subissais depuis des mois. Daphné avait franchi toutes les limites imaginables de la cohabitation familiale, me traitant comme si j'étais un obstacle à éliminer sur le chemin de son bonheur conjugal. « Arrêtez immédiatement ce que vous faites », ai-je dit avec une fermeté qui m'a surprise. « Vous n'avez pas le droit de toucher à mes affaires sans permission. » C'est alors que j'ai vu le véritable visage de Daphné Almeida. Elle s'est levée lentement, adoptant une posture intimidante, et m'a regardé avec une haine pure qui m'a fait reculer instinctivement. Ses traits se sont tordus en une expression de mépris absolu, comme si ma simple présence était une offense insupportable. « Vos affaires », a-t-elle répété d'une voix chargée de venin. « Cette maison appartient à votre fils maintenant, vieille femme. Vous ne commandez plus ici. » L'impact de ces mots fut dévastateur. J'ai senti comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac, une douleur physique qui s'est répandue dans ma poitrine et m'a coupé le souffle. Daphné a continué à me fixer avec défi, attendant ma réaction, visiblement satisfaite d'avoir enfin exprimé ses véritables sentiments. « Comment osez-vous me parler ainsi ?» ai-je réussi à murmurer, encore sous le choc de l'agressivité de la situation. « J'ose parce que c'est la réalité », a répondu Daphné avec une froideur tranchante. « Thierry est mon mari. C'est notre maison maintenant,
et vous n'êtes qu'une vieille femme qui refuse d'accepter que son temps est passé. Nous sommes l'avenir de cette famille, pas vous. J'ai tenté d'argumenter que cette maison était ma propriété légale, que j'avais construit ce foyer aux côtés de mon défunt mari. Mais Daphné m'a interrompu avec un rire cruel. Il m'a dit que la propriété légale ne signifiait rien en matière de relations familiales, que Thierry ne chasserait jamais sa propre mère, mais que cela ne me donnait pas le droit d'interférer dans la vie du couple. Si vous n'arrivez pas à accepter les changements nécessaires, peut-être serait-il préférable de chercher un autre endroit où vivre, a déclaré Daphné avec une tranquillité effrayante. Il existe d'excellentes maisons de retraite en ville, des endroits où les personnes de votre âge peuvent vivre confortablement et dignement, sans déranger personne. Cette suggestion m'a laissé complètement abasourdi. Daphné me suggérait littéralement de quitter ma propre maison pour vivre dans une institution pour personnes âgées, comme si j'étais un fardeau gênant dont il fallait se débarrasser. La cruauté de cette proposition m'a fait comprendre que j'avais affaire à une personne totalement dépourvue d'empathie ou de considération humaine. « Vous avez complètement perdu la raison », ai-je répondu, essayant de garder une certaine dignité malgré le tremblement dans ma voix. « C'est ma maison, construite avec la sueur et le travail de décennies aux côtés de mon mari. Vous n'avez aucun droit de m'expulser d'ici. » C'est alors que Daphné a révélé sa carte la plus cruelle. Elle m'a raconté qu'elle discutait depuis des semaines avec Thierry de la possibilité que je déménage dans un endroit plus adapté à mon âge. Selon elle, mon fils s'inquiétait de ma solitude et pensait que je serais plus heureuse dans un environnement avec des personnes de ma génération. Daphné avait étudié plusieurs options de résidence assistée dans la région et était prête à aider avec les frais de déménagement. Thierry est d'accord que ce serait mieux pour tout le monde, ajouta-t-elle avec un faux sourire. Tu aurais des soins spécialisés, des activités adaptées à ton âge, et nous pourrions commencer notre vie conjugale avec l'intimité que nous méritons. Cette révélation m'a complètement dévastée. Découvrir que mon propre fils participait activement au plan pour me faire quitter la maison était un coup dont je ne pouvais pas me remettre immédiatement. J'ai senti comme si des décennies d'amour maternel avaient été jetées aux ordures et remplacées par la commodité d'un mariage qui privilégiait le confort d'une belle-fille manipulatrice. Incapable d'articuler une réponse appropriée, j'ai quitté cette cuisine en me sentant complètement vaincue. Je suis montée dans ma chambre et y suis restée tout l'après-midi, pleurant silencieusement tout en assimilant l'ampleur de la trahison que je venais de découvrir. Ce n'étaient pas seulement les paroles cruelles de Daphné qui me blessaient, mais la complicité de Thierry dans tout ce plan diabolique. Quand mon fils est rentré du travail ce soir-là, je suis descendue dîner en espérant qu'il nierait tout, qu'il m'assurerait que Daphné avait inventé cette terrible histoire. Cependant, il m'a suffi de regarder dans ses yeux pour comprendre que chaque mot était vrai. Thierry a évité mon regard pendant tout le repas, répondant à mes tentatives de conversation par des monosyllabes évasifs. C'est Daphné qui a dominé la conversation pendant le dîner, parlant avec enthousiasme de ses projets de rénovation comme si je n'étais pas là. Elle a décrit en détail les changements qu'elle comptait mettre en œuvre, de la démolition des murs au remplacement complet du mobilier. Thierry hochait simplement la tête en accord, comme une marionnette manipulée par les désirs de son épouse. « Maman », dit finalement Thierry lorsque Daphné fit une pause dans son monologue, « nous devons parler de certains changements que nous considérons importants pour l'avenir de la famille. » Ces mots ont confirmé mes pires craintes. Mon fils s'apprêtait à m'annoncer officiellement que je devais quitter ma propre maison, abandonner des décennies de souvenirs et recommencer ma vie à 68 ans pour accommoder les caprices d'une belle fille qui me méprisait ouvertement. « Quel genre de changement ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Thierry échangea un regard complice avec Daphné avant de répondre, comme s'il avait besoin de son approbation pour continuer. « Eh bien, Daphné et moi pensons qu'il serait préférable que tu envisages de trouver un endroit plus approprié pour vivre. Un endroit où tu pourrais avoir plus de compagnie, des activités adaptées à ton âge, des soins spécialisés. Tu me chasses de ma propre maison ?»
l'ai-je interrompu, ressentant un mélange explosif de colère et d'incrédulité. « Ce n'est pas une expulsion, maman, » répondit Thierry, visiblement mal à l'aise. « C'est une transition naturelle. Tu mérites de vivre tes années dorées dans le confort et la dignité, entouré de personnes qui partagent tes intérêts. » Daphné souriait avec une satisfaction à peine dissimulée en observant ma réaction. Il était évident que cette conversation avait été soigneusement planifiée, avec des arguments préparés pour neutraliser toute objection que je pourrais présenter. Ils avaient transformé mon expulsion en une question de bien-être social, comme s'ils me rendaient un immense service en me débarrassant du fardeau de l'entretien de ma propre maison. Je me suis levé de table sans finir mon repas, incapable de continuer à écouter cette farce répugnante. Je suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises, les larmes coulant sur mon visage, me sentant complètement trahi et abandonné par les 2 personnes que j'aimais le plus au monde. Le lendemain matin, j'ai appelé un taxi et me suis rendu à l'hôtel Excelsior, un établissement élégant du centre-ville, où Nolan et moi avions passé notre lune de miel 40 ans auparavant. J'ai quitté ma maison sans dire au revoir, important seulement une valise avec des vêtements essentiels et quelques précieuses photographies. Pendant une semaine entière, je suis resté dans cette chambre d'hôtel à réfléchir à ma situation et à planifier mes prochaines étapes. C'est alors que j'ai eu une idée qui allait complètement changer le cours de cette histoire. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Willy Elodie, un agent immobilier respecté que je connaissais depuis des années par des amis communs. Willy a répondu à la première sonnerie, reconnaissant immédiatement ma voix, malgré les années qui s'étaient écoulées depuis notre dernier contact. Son professionnalisme cordial m'a instantanément rassuré, m'offrant exactement le type de soutien objectif dont j'avais besoin dans ce moment de turbulence émotionnelle. « Aurélie, quel plaisir d'entendre votre voix à nouveau, » dit Willy avec une sympathie sincère. « Comment puis-je vous aider ?» J'ai pris une profonde respiration avant d'expliquer ma situation, choisissant soigneusement mes mots pour transmettre du sérieux sans paraître comme une vieille dame submergée par un sentimentalisme excessif. J'ai parlé de ma décision de vendre la propriété de la rue des Magnolias, en omettant les détails les plus douloureux du conflit familial qui avait précipité cette résolution drastique. « Je comprends parfaitement votre position, » répondit Elodie après avoir écouté mon explication. « Les propriétés comme la vôtre sont extrêmement valorisées sur le marché actuel. Je peux faire une évaluation préliminaire dès aujourd'hui, si vous le souhaitez. » Nous avons fixé notre rendez-vous pour 10 heures le lendemain matin, heure à laquelle je savais que Thierry serait au bureau et Daphné probablement encore endormie. Je préférais mener cette transaction en toute discrétion, évitant les confrontations inutiles qui pourraient compliquer le processus de vente. Cette nuit-là, je suis resté éveillé tard, organisant mentalement tous les documents nécessaires pour prouver ma propriété de la maison. Nolan avait été méticuleux avec les questions juridiques pendant notre vie conjugale, gardant tous les papiers en ordre dans un dossier spécifique conservé dans le coffre-fort de notre chambre. L'acte de propriété était enregistré exclusivement à mon nom depuis son décès, comme nous l'avions planifié des années auparavant pour simplifier les questions de succession. Le lendemain matin, j'ai mis mon meilleur ensemble tailleur bleu marine, choisissant des accessoires discrets qui transmettaient un sérieux professionnel. Je voulais que Willy me voie comme une femme d'affaires compétente, pas comme une veuve désespérée, essayant d'échapper à des problèmes familiaux. Ma dignité personnelle dépendait de la conduite élégante et déterminée de cette transaction. Je suis arrivé à la maison précisément à 10 heures, trouvant Elodie qui m'attendait déjà au portail principal. Il avait amené un jeune assistant portant des équipements de mesure et un appareil photo professionnel pour documenter l'état de la propriété. Son approche systématique m'a favorablement impressionné, confirmant mon choix d'un agent immobilier expérimenté pour gérer une vente aussi importante. « Bonjour, Aurélie », me salua Willy avec une poignée de main ferme. « J'espère que la présence de mon assistant ne vous dérange pas. Il nous aidera à faire une évaluation complète et précise de la propriété. » J'ai guidé les 2 hommes à travers les pièces principales,
observant leurs réactions pendant qu'ils examinaient les détails architecturaux, les finitions d'origine et l'état général de conservation de la structure. Willie prenait constamment des notes sur un bloc, chuchotant occasionnellement des instructions à son assistant pour photographier des angles spécifiques ou mesurer les dimensions des pièces. La maison a favorablement impressionné les deux professionnels. Willie a répétitivement loué la qualité de la construction d'origine, soulignant des éléments comme les planchers en bois massif, les fenêtres en verre trempé et le système électrique entièrement rénové que Nolan avait fait installer 5 ans avant son décès. Le jardin paysager a également reçu des commentaires positifs, particulièrement les arbres fruitiers matures qui ajoutaient du charme à la propriété. C'est une résidence exceptionnelle, déclara Elodie après avoir terminé la visite de la maison. Emplacement privilégié, construction solide, finition de première qualité. Le marché pour les propriétés de ce standing est particulièrement dynamique en ce moment. Nous nous sommes assis dans le salon pour discuter des valeurs et des stratégies de commercialisation. Willie a présenté une analyse comparative basée sur des ventes récentes de biens similaires dans la région, démontrant que ma propriété pourrait atteindre des valeurs entre 1 700 000 et 2 millions de dollars, selon les conditions de négociation et l'urgence de la vente. Considérant la qualité exceptionnelle de la propriété et la demande actuelle du marché, je pense que nous pouvons travailler avec une valeur initiale d'1 900 000 dollars, suggéra Willie. Si nécessaire, nous avons une marge de négociation, mais je ne recommande pas d'accepter des offres en dessous d'1 800 000. Ces chiffres m'ont momentanément étourdi. Bien que je sache que notre maison avait une valeur considérable, je n'avais jamais imaginé qu'elle pourrait atteindre des sommes aussi impressionnantes. Nolan aurait été fier de savoir que notre investissement de décennies s'était valorisé de manière aussi substantielle. Combien de temps faut-il normalement pour vendre une propriété de ce type ? Ai-je demandé, essayant de dissimuler mon anxiété concernant les délais impliqués. Les biens haut de gamme comme celui-ci trouvent généralement des acheteurs sérieux en 2 à 6 semaines, expliqua Elodie. Cependant, si vous êtes pressé, je peux activer mon réseau de contacts d'investisseurs qui recherchent des opportunités immédiates. Certains de mes clients corporate peignent des prix légèrement supérieurs en échange de transactions rapides et sans complications. Cette possibilité m'intéressa énormément. Plus je resterai dans cet hôtel, plus les coûts seraient élevés et plus grande serait mon exposition émotionnelle aux conflits familiaux qui avaient motivé ma décision. Une vente rapide me permettrait de résoudre définitivement la situation et de commencer un nouveau chapitre de ma vie sans prolonger la souffrance. J'aimerais explorer ces options de vente rapide, ai-je dit fermement. Je suis prête à considérer des offres compétitives qui garantissent une transaction efficace. Willie a souri avec une approbation professionnelle, visiblement satisfait de mon approche pragmatique. Il a mentionné 2 investisseurs spécifiques qui avaient récemment manifesté leur intérêt pour des propriétés résidentielles haut de gamme dans notre région. L'un d'eux était un entrepreneur local qui élargissait son portefeuille immobilier, tandis que l'autre représentait un fonds d'investissement spécialisé dans les acquisitions stratégiques. Je peux les contacter dès aujourd'hui, a proposé Elodie. S'ils montrent de l'intérêt, nous pourrons organiser des visites pour demain ou après-demain. Les acheteurs sérieux de ce calibre prennent généralement des décisions rapidement lorsqu'ils trouvent des opportunités correspondant à leurs critères. J'ai autorisé Willie à procéder au contact, lui fournissant mon numéro de téléphone à l'hôtel pour les communications urgentes. Nous avons convenu qu'il me tiendrait informé de tout développement significatif, quelle que soit l'heure. Ma priorité absolue était de conclure cette vente avant que Thierry ou Daphné ne découvrent mes plans et tentent d'interférer dans le processus. Après le départ des agents immobiliers, je suis restée seule dans la maison pendant quelques minutes, marchant lentement dans les pièces qui avaient abrité tant de moments précieux de ma vie. Chaque pièce racontait une histoire différente, des premières années de mariage aux célébrations familiales, qui avaient marqué des décennies de bonheur conjugal.
Dire adieu à ces souvenirs était douloureux, mais nécessaire pour préserver ma dignité personnelle. En fin d'après-midi, Willy a appelé avec des nouvelles prometteuses. Les deux investisseurs avaient manifesté un intérêt immédiat après avoir reçu les photos et les spécifications de la propriété. L'entrepreneur local souhaitait programmer une visite pour le lendemain à 14 heures, tandis que le représentant du fonds d'investissement préférait une réunion jeudi matin. Les deux ont mentionné qu'ils étaient prêts à faire des offres compétitives si la propriété répondait à leurs attentes, a informé Elodie avec une évidente satisfaction. L'entrepreneur local a même suggéré qu'il pourrait payer comptant si nous parvenions à un accord sur le prix. Cette perspective de paiement intégral m'a rempli d'un espoir renouvelé. Une transaction au comptant éliminerait les complications financières et accélérerait significativement le processus de transfert légal de la propriété. Plus important encore, cela démontrerait le sérieux de l'acheteur et sa capacité réelle à honorer ses engagements. Mercredi matin, je me suis soigneusement préparé pour recevoir le premier investisseur intéressé. J'ai mis un ensemble élégant en ton de gris, choisi des bijoux discrets mais sophistiqués et organisé tous les documents pertinents dans un porte-documents en cuir que Nolan m'avait offert des années auparavant. Je voulais transmettre l'image d'une propriétaire responsable et professionnelle, quelqu'un avec qui l'on pouvait négocier en toute confiance. L'entrepreneur est arrivé ponctuellement accompagné de son épouse et d'un architecte consultant. Il s'est présenté comme Rémi Perrine, propriétaire d'une entreprise de construction locale spécialisée dans les résidences de luxe. Son épouse, Aurélie, a manifesté un intérêt particulier pour les aspects décoratifs et fonctionnels de la maison, posant des questions pertinentes sur les systèmes de chauffage, l'isolation acoustique et les possibilités de modernisation sans dénaturer le charme d'origine. Pendant la visite, il est devenu évident que le couple Perrine possédait suffisamment de connaissances techniques pour évaluer correctement la qualité de la construction et le potentiel de valorisation future de la propriété. Rémi a maintes fois loué la solidité structurelle de la maison, tandis que Aurélie s'est émerveillée devant des détails comme les vitraux colorés de l'escalier principal et le jardin d'hiver que Nolan avait fait construire spécialement pour moi. C'est exactement le type de propriété que nous recherchions, a déclaré Perrine après avoir terminé la visite. Emplacement exceptionnel, construction impeccable, possibilités intéressantes d'extension future. Nous sommes définitivement intéressés pour faire une offre. Willy a mené la négociation avec une habileté professionnelle exemplaire, présentant des arguments solides pour justifier le prix demandé, tout en maintenant une atmosphère cordiale qui encourageait le dialogue constructif. Le couple Perrine a démontré une véritable disposition à négocier, mais a demandé quelques heures pour consulter leur conseiller financier sur les meilleures conditions de paiement. Nous pouvons offrir 1 800 000 $ avec un paiement intégral comptant, a proposé Rémi, après une brève consultation privée avec son épouse. La transaction pourrait être conclue dans 2 semaines, le temps nécessaire pour effectuer les vérifications juridiques et les virements bancaires. Cette offre dépassait mes attentes les plus optimistes. Le montant proposé correspondait à la fourchette suggérée par Willy. Le paiement comptant éliminerait les risques financiers et le délai de 2 semaines me permettrait de résoudre définitivement ma situation de logement avant que les conflits familiaux ne s'intensifient davantage. J'accepte votre proposition, ai-je répondu sans hésitation, ressentant un mélange de soulagement et de satisfaction que je n'avais pas éprouvé depuis des semaines. Willy m'a serré fermement la main, scellant officiellement notre accord. J'ai senti une vague de satisfaction profonde parcourir mon corps, une sensation de victoire que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Cette transaction représentait bien plus qu'une simple vente immobilière. C'était ma déclaration d'indépendance, mon affirmation que je possédais encore le contrôle absolu sur ma propre vie. Excellente décision, Aurélie, a commenté Elodie tout en organisant les documents préliminaires. Je vais préparer tous les papiers pour signature d'ici demain matin. Monsieur Perrine a déjà confirmé que ses avocats commenceront immédiatement les vérifications juridiques nécessaires.
Rémi et Aurélie ont pris congé avec une cordialité sincère, promettant de maintenir un contact direct via l'agent immobilier pour accélérer toutes les procédures administratives. J'ai observé par la fenêtre du salon pendant qu'ils parcouraient le jardin une dernière fois, pointant différentes zones et discutant avec enthousiasme des possibles améliorations futures. Cette propriété avait trouvé de nouveaux propriétaires qui sauraient l'apprécier à sa juste valeur. Après leur départ, je suis resté seul dans la maison quelques minutes de plus, absorbant l'ampleur de la décision que je venais de prendre. Dans 2 semaines, cette adresse ne serait plus la mienne. Tout le patrimoine que Nolan et moi avions construit au fil des décennies se transformerait en liquidité qui me permettrait de recommencer complètement ma vie. Je suis retourné à l'hôtel avec une sensation de légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. La chambre qui était devenue mon refuge temporaire semblait maintenant moins oppressante, plus semblable à une étape de transition vers quelque chose de meilleur. J'ai appelé le service d'étage et commandé une bouteille de vin rouge pour célébrer discrètement ma victoire personnelle. Le lendemain matin, Willy est arrivé à l'hôtel ponctuellement à 9 heures, portant une volumineuse pochette contenant tous les contrats de vente et contrats de vente. Nous nous sommes assis à la petite table de ma chambre pendant qu'il m'expliquait en détail chaque clause, s'assurant que je comprenne parfaitement tous les termes et conditions de la transaction. Le paiement sera effectué en 2 versements, a expliqué Élodie, pointant les sections pertinentes du document. 50% à la signature du contrat préliminaire, qui aura lieu lundi prochain, et le reste lors de l'acte définitif, prévu pour le vendredi de la semaine suivante. Cette structure de paiement me semblait parfaitement adaptée. Recevoir 900 000 $ dès la semaine prochaine me donnerait une sécurité financière immédiate pour prendre des décisions sur mon avenir sans pressions externes. Le reste arriverait quelques jours plus tard, complétant une transaction qui changerait radicalement ma situation économique. J'ai signé tous les papiers d'une écriture ferme et décidée, me sentant plus confiante à chaque paraphe. Willy a attesté ma signature et a soigneusement organisé tous les documents dans un ordre spécifique qui faciliterait les procédures notariales ultérieures. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre la confirmation finale de la banque de Monsieur Perrine, a dit l'agent immobilier en rangeant les contrats dans sa pochette. Il a promis d'envoyer toute la documentation financière d'ici cet après-midi. Si tout est en ordre, nous pourrons procéder au premier virement lundi. Pendant le week-end, je me suis occupé à organiser mentalement tous les aspects pratiques de ma nouvelle situation. Je devrais décider où habiter de façon permanente, quels meubles et objets personnels je souhaitais conserver et comment structurer ma vie financière pour garantir confort et sécurité pour les années à venir. Lundi matin, je me suis rendu chez le notaire accompagné de Willy pour la signature du contrat préliminaire. Rémi et Aurélie attendaient déjà à la réception, accompagnés de leurs avocats et d'un représentant de la banque responsable du transfert des fonds. L'atmosphère était professionnelle et cordiale, exactement comme je l'attendais d'une transaction de cette ampleur. Le notaire a lu à haute voix toutes les clauses contractuelles, demandant une confirmation verbale des 2 parties sur notre accord avec les termes établis. J'ai répondu avec clarté et fermeté à toutes les questions, démontrant une pleine conscience des implications légales et financières de l'accord que j'étais en train de formaliser. Je déclare officiellement terminer la première étape de cette transaction immobilière, a annoncé le notaire après que toutes les signatures ont été apposées sur les documents. Le contrat préliminaire est dûment enregistré et le virement bancaire sera traité dans les 24 heures. Je suis sorti de l'étude notariale avec un sentiment d'euphorie contenue. Le premier versement était déjà garanti. Et dans quelques jours, j'aurais accès à des ressources suffisantes pour reconstruire complètement ma vie, loin des conflits familiaux qui avaient rendu mon existence si amère ces derniers mois. Mardi après-midi, Willy m'a appelé avec la confirmation que j'attendais anxieusement. La banque avait traité le virement du premier versement et 900 000 $ étaient déjà disponibles sur mon compte courant.
Cette somme représentait plus d'argent que je n'en avais jamais eu à ma disposition de toute ma vie. « Félicitations, Aurélie », a dit Élodie avec une satisfaction évidente. La transaction se déroule parfaitement selon le calendrier prévu. L'acte final aura lieu vendredi prochain et la propriété sera alors officiellement transférée au nouveau propriétaire. J'ai raccroché et suis restée assise dans le fauteuil de ma chambre d'hôtel, contemplant l'ampleur de la transformation qui s'était produite dans ma vie en seulement 2 semaines. D'une dame âgée chassée de sa propre maison par une belle fille arrogante, j'étais devenue une femme financièrement indépendante, avec des ressources suffisantes pour vivre confortablement pendant les 20 prochaines années. Et mercredi matin, j'ai décidé de visiter la maison une dernière fois avant le transfert définitif. Je voulais récupérer quelques objets personnels de valeur sentimentale et dire adieu convenablement à l'endroit qui avait été mon foyer pendant tant d'années. Je souhaitais également vérifier si Thierry ou Daphné avaient remarqué des mouvements suspects liés à la vente. Je suis arrivée à la propriété vers 10 heures, utilisant ma clé pour entrer discrètement par la porte de service. La maison était silencieuse, indiquant que mon fils était déjà parti travailler et que ma belle-fille dormait probablement encore, fidèle à son habitude de grasse matinée. Je suis montée rapidement dans mon ancienne chambre, où j'ai récupéré quelques bijoux de famille, des photos importantes et des documents personnels que j'avais laissés lors de mon départ précipité. Chaque objet choisi portait des souvenirs précieux que je ne voulais pas abandonner, peu importe où je reconstruirais ma nouvelle vie. Pendant que j'organisais mes affaires dans un sac de voyage, j'ai entendu le son de la porte principale s'ouvrir au rez-de-chaussée. J'ai immédiatement reconnu les pas lourds de Thierry montant l'escalier, probablement venu chercher quelque chose qu'il avait oublié avant de partir au bureau. Mon cœur s'est légèrement accéléré, mais je suis restée calme, sachant que j'avais tout à fait le droit d'être là. « Maman !» La voix surprise de mon fils a résonné dans le couloir quand il m'a aperçue dans la chambre. « Que fais-tu ici ?» Je me suis tournée pour lui faire face avec une dignité sereine, tenant fermement le sac avec mes effets personnels. Thierry semblait véritablement confus par ma présence, comme s'il ne comprenait pas pourquoi j'étais revenue à la maison après 1 semaine d'absence. Je suis venue chercher quelques affaires à moi, ai-je répondu naturellement, évitant de montrer un quelconque embarras ou une attitude défensive. Des tas d'objets personnels que j'ai laissés derrière moi. Mon fils s'est resté immobile sur le seuil de la porte, m'observant avec une expression qui mêlait culpabilité et incertitude. J'ai pu percevoir que mon absence prolongée l'avait affecté plus qu'il ne voudrait l'admettre, mais sa loyauté partagée avec Daphné l'empêchait d'exprimer ouvertement tout regret concernant les événements récents. « Maman, à propos de ce qui s'est passé la semaine dernière, » a commencé Thierry avec une hésitation évidente. « Peut-être pourrions-nous parler et trouver une solution pour nous tous. » Ces paroles contenaient un ton conciliant qui m'a surprise. Apparemment, mon absence avait suscité une certaine réflexion chez mon fils sur la dynamique familiale destructrice qui s'était installée dans notre maison. Cependant, je savais que toute réconciliation serait temporaire tant que Daphné continuerait d'exercer son influence manipulatrice sur lui. « Il n'y a rien à discuter, Thierry, » ai-je répliqué avec une douce fermeté. « Les choses ont été dites très clairement. Je récupère simplement mes effets personnels. » J'ai observé une ombre de tristesse passer sur le visage de mon fils, comme s'il comprenait enfin l'irréversibilité des conséquences engendrées par les actions de son épouse. Thierry avait toujours été un homme fondamentalement bon, mais son incapacité à établir des limites claires avec Daphné avait créé une situation intenable pour nous tous. J'ai fini d'organiser mes objets et me suis dirigée vers la porte où mon fils se tenait encore immobile. Pendant un instant, nos regards se sont croisés et j'ai pu voir dans ses yeux la même tristesse que je ressentais dans mon propre cœur. Malgré tout, Thierry restait mon fils et une partie de moi regretterait toujours que notre relation se soit autant détériorée. « Prends soin de toi », ai-je dit doucement, effleurant brièvement son bras avant de me diriger vers l'escalier. Thierry n'a pas essayé de me retenir ou de prolonger notre conversation,
mais j'ai senti son regard me suivre tandis que je descendais les marches. Cette fois-ci, je suis sortie par la porte principale sans me soucier de la discrétion. Dans quelques jours, cette maison ne serait plus ma responsabilité et je serais enfin libre de vivre ma vie sans interférence extérieure. Le vendredi matin, je me suis présentée ponctuellement chez le notaire pour l'acte de vente définitif. Rémi et Aurélie sont arrivés quelques minutes plus tard, accompagnés à nouveau de toute leur équipe juridique et financière. L'atmosphère était celle d'une célébration contenue, car nous savions tous que nous concluions une transaction extrêmement réussie pour toutes les parties concernées. Le notaire a conduit la cérémonie avec la solennité appropriée, lisant chaque clause du contrat définitif et sollicitant nos confirmations finales sur tous les termes convenus. J'ai signé mon nom pour la dernière fois en tant que propriétaire de cette résidence, ressentant un mélange complexe de nostalgie et de libération. Je déclare officiellement transférer la propriété du bien situé rue des Magnolias, a annoncé le fonctionnaire après que toutes les formalités ont été accomplies. La transaction est assez complète et dûment enregistrée. J'ai reçu la confirmation du second virement bancaire, confirmant que les 900 000 $ restants avaient déjà été déposés sur mon compte. Avec 1 800 000 $ à ma disposition, j'avais des ressources suffisantes pour vivre confortablement où je le souhaitais, sans dépendre de personne pour ma sécurité financière. Je suis sortie de l'étude notariale en femme complètement transformée. L'Aurélie, qui avait été humiliée et chassée de sa propre maison 2 semaines auparavant, n'existait plus. À sa place émergeait une femme indépendante, financièrement stable et prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie avec dignité et autonomie absolue. Je suis retournée à l'hôtel avec un sentiment de liberté que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies. Cet après-midi de vendredi marquait la fin définitive d'une ère de ma vie et le début prometteur d'une autre complètement nouvelle. Avec 1,8 million $ déposés sur mon compte bancaire, j'avais des ressources suffisantes pour vivre confortablement pendant les 20 prochaines années sans dépendre de personne. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre de ma chambre, contemplant la vue urbaine qui s'étendait devant moi. Pendant 2 semaines, cet environnement avait servi de refuge temporaire, mais je réalisais maintenant que je devais prendre des décisions concrètes sur l'établissement de ma nouvelle résidence permanente. La vie à l'hôtel, bien que confortable, ne pouvait pas se prolonger indéfiniment. J'ai pris mon portable et commencé à rechercher des options immobilières dans la région. Des appartements bien situés, des maisons plus petites dans des résidences sécurisées, même des propriétés dans d'autres villes qui offriraient une meilleure qualité de vie pour quelqu'un de mon âge. Chaque possibilité représentait une opportunité de recommencer complètement, loin des conflits familiaux qui avaient rendu mes derniers mois si amers. Vers 6 heures du soir, mon téléphone a sonné, affichant le numéro de Thierry. J'ai hésité quelques secondes avant de répondre, incertaine du type de conversation que mon fils souhaitait avoir avec moi à ce moment-là. Depuis notre brève rencontre à la maison pendant la semaine, nous n'avions eu aucun contact direct. « Allô, Thierry ?» ai-je répondu avec prudence, maintenant un ton neutre qui ne démontrait ni hostilité ni cordialité excessive. « Maman, je dois te parler de toute urgence, » a dit mon fils avec une agitation évidente dans la voix. « Peux-tu nous rencontrer quelque part? C'est très important. » Cette urgence m'a profondément intriguée. Thierry n'avait jamais montré d'empressement à résoudre les questions familiales, préférant toujours éviter les confrontations directes ou les conversations difficiles. Son insistance actuelle suggérait que quelque chose de significatif s'était produit depuis notre dernière conversation. « Je suis à l'hôtel », ai-je informé sans révéler ma localisation exacte. « De quelle urgence s'agit-il ?»« Je préfère expliquer en personne », a insisté Thierry, et j'ai pu percevoir une tension croissante dans sa respiration. « Je peux venir là-bas ou on peut se retrouver dans un restaurant proche. » J'ai accepté de le rencontrer dans le hall de l'hôtel dans 1 heure, temps suffisant pour me préparer convenablement à toute révélation ou confrontation que mon fils pouvait avoir planifiée. J'ai mis une tenue plus formelle et je suis descendue ponctuellement à l'heure convenue,
trouvant Thierry qui attendait déjà dans un fauteuil près de la réception. Mon fils semblait visiblement perturbé. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en désordre, et ses yeux trahissaient une anxiété que j'avais rarement observée chez lui. Je me suis approchée lentement, essayant de déchiffrer quel type de situation avait pu causer une telle agitation chez quelqu'un d'habituellement aussi maîtrisé que Thierry. « Maman, merci d'avoir accepté de me rencontrer, » dit-il en se levant rapidement quand il m'aperçut. « Nous devons parler de quelque chose de très sérieux que j'ai découvert aujourd'hui. » Nous nous sommes assis dans un coin plus discret du hall, loin des autres clients qui circulaient dans les environs. Thierry resta silencieux quelques secondes, organisant mentalement ses mots avant d'entamer la conversation qu'il jugeait si urgente. « Daphné est sortie ce matin faire quelques courses, » commença mon fils avec une hésitation évidente. Elle a laissé des papiers éparpillés sur le bureau. En rangeant, j'ai trouvé des documents qui m'ont complètement bouleversé. Je suis resté impassible, attendant que Thierry poursuive son explication. Intérieurement, une curiosité intense commençait à s'éveiller sur le type de découverte qui avait pu causer une telle perturbation chez mon fils. « J'ai trouvé des devis de rénovation pour la maison, » poursuivit Thierry, baissant la voix comme s'il craignait d'être entendu. « Des devis énormes, maman. Plus de 300 000 $ de modifications structurelles qu'elle compte faire sans me consulter. » Cette révélation ne m'a pas complètement surprise. Depuis que Daphné avait pris le contrôle de l'administration domestique, je soupçonnais que ses plans impliquaient des transformations bien plus ambitieuses que de simples redécorations superficielles. Cependant, l'ampleur des montants mentionnés par Thierry indiquait un niveau d'ambition financière qui dépassait mes attentes les plus pessimistes. Mais ce n'était pas le pire, continua mon fils, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de nervosité croissante. J'ai aussi trouvé un document d'expertise immobilière. Elle évaluait le prix de vente de la propriété, maman. Daphné voulait me convaincre de vendre notre maison pour financer je ne sais quel projet fou. J'ai ressenti une pointe de satisfaction ironique face à cette information. Apparemment, ma belle-fille avait développé des plans très similaires aux miens, à la différence fondamentale qu'elle n'avait pas l'autorité légale pour les exécuter. L'acte de propriété restait enregistré exclusivement à mon nom, un détail que Daphné ignorait manifestement. « Thierry, » dis-je calmement, choisissant soigneusement mes mots. « Es-tu sûr que ta femme ne savait pas que l'acte de propriété de la maison est toujours à mon nom ?» Mon fils m'a regardé avec une expression confuse, comme si ma question n'avait pas de sens dans le contexte de notre conversation. J'ai immédiatement compris que Thierry ignorait également les détails légaux concernant la propriété de la résidence où il vivait. « Comment ça, maman? La maison n'a pas été transférée à mon nom au décès de papa ?» Cette question confirmait mes soupçons. Pendant toutes ces années, Thierry et Daphné avaient automatiquement supposé que la propriété avait été transférée à mon fils après la mort de Nolan. Aucun d'eux ne s'était soucié de vérifier les documents officiels ou de consulter les registres notariaux pertinents. « Non, Thierry, » expliquai-je patiemment. « L'acte de propriété est toujours resté à mon nom. Ton père et moi étions les seuls propriétaires légaux, et après sa mort, la propriété m'est revenue intégralement. » J'ai observé le visage de mon fils pâlir progressivement tandis qu'il assimilait les implications de cette information. Thierry commençait à comprendre que tous les plans ambitieux de Daphné dépendaient d'une autorisation que moi seul pouvais accorder et que sa femme avait bâti des châteaux en Espagne sur une prémisse complètement erronée. « Mais maman, cela signifie que, » commença Thierry, s'interrompant au milieu de sa phrase comme s'il ne parvenait pas à verbaliser complètement ses conclusions. « Cela signifie que toute décision concernant la vente ou la rénovation de la propriété dépend exclusivement de mon approbation. » Ai-je complété sa phrase naturellement. Daphné n'a aucune autorité légale pour prendre des décisions unilatérales concernant un bien qui ne lui appartient pas. Mon fils resta silencieux pendant plusieurs minutes, assimilant lentement l'ampleur de la situation qui venait de se révéler. Je pus observer différentes émotions traverser son visage. Surprise, gêne, colère et finalement une compréhension douloureuse
des véritables motifs derrière le comportement récent de sa femme. « Maman, je dois te présenter, mais excusez, dit finalement Thierry, avec une sincérité qu'il n'avait pas montrée depuis longtemps. J'ai permis que Daphné te traite de façon inacceptable, et je réalise maintenant qu'elle agissait sur la base d'informations complètement erronées concernant notre situation légale. » Ces paroles contenaient une reconnaissance tardive de l'injustice que j'avais subie, mais révélaient aussi la profondeur de la manipulation que Daphné avait exercée sur mon fils. Thierry avait été convaincu qu'il possédait des droits et une autorité qui ne lui avaient jamais réellement appartenu. « J'accepte tes excuses », ai-je répondu avec dignité, mais cela ne change rien au fait que certaines paroles ont été prononcées et certains actes ont été posés. Certaines situations ne peuvent pas être simplement effacées par des demandes de pardon. Thierry acquiesça gravement, montrant qu'il comprenait que les conséquences de ses choix passés ne pouvaient pas être effacées par des regrets tardifs. Cependant, je vis dans ses yeux une nouvelle détermination, comme s'il était enfin prêt à affronter les problèmes familiaux qu'il avait évités pendant si longtemps. « Que comptez-vous faire maintenant ?» demanda mon fils avec une prudence évidente. « À propos de la maison, de notre situation familiale, de tout ça ?» J'ai souri discrètement avant de répondre, savourant silencieusement l'ironie de la situation. Pendant des semaines, Daphné m'avait traité comme une intruse dans ma propre propriété, me chassant avec arrogance sur la base d'une présomption totalement fausse concernant ses droits légaux. « Thierry, j'ai une nouvelle qui pourrait te surprendre, » dis-je calmement, me préparant à révéler la décision que j'avais prise pendant ma semaine de réflexion à l'hôtel. J'ai vendu la maison. La transaction a été conclue ce matin. L'impact de cette révélation fut immédiat et dévastateur. Thierry resta complètement immobile pendant plusieurs secondes, comme si son cerveau avait cessé de traiter l'information. Quand il réagit enfin, son expression montrait un mélange de choc, d'incrédulité et de panique grandissante. « Vendu? Comment ça, maman? À qui? Quand est-ce arrivé? » À un couple d'entrepreneurs qui a offert 1 800 000 € pour la propriété, expliquai-je tranquillement. L'acte a été finalisé ce matin. Les nouveaux propriétaires prennent possession lundi prochain. Thierry passa ses mains sur son visage dans un geste de désespoir croissant, commençant à comprendre que sa vie avait radicalement changé, sans qu'il n'ait aucun contrôle sur les événements. Dans quelques jours, lui et Daphné devraient quitter la résidence qu'ils considéraient comme la leur depuis tant d'années. « Maman, c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir pris une décision de cette ampleur sans nous consulter. Nous y vivons, nous avons organisé notre vie dans cette maison. » Thierry, répondis-je avec une douce fermeté. J'ai été chassé de ma propre maison par ta femme, qui m'a clairement dit que cette propriété n'était plus de ma responsabilité. J'ai simplement suivi sa suggestion et agi selon mes droits légaux en tant qu'unique propriétaire. Mon fils comprit immédiatement la logique implacable de ma décision. Daphné avait créé la situation qui avait conduit à la vente de la propriété par son arrogance et son ignorance des questions juridiques impliquées. Les conséquences de ses actions lui revenaient simplement en pleine figure. « Combien de temps avons-nous » demanda Thierry d'une voix vaincue. « Pour nous organiser, trouver un autre endroit, résoudre notre situation. »« Jusqu'à lundi matin, » répondis-je objectivement. « Les nouveaux propriétaires ont été très gentils et ont accepté que vous retiriez vos effets personnels pendant le week-end. » La réalité de la situation s'installa finalement complètement dans l'esprit de mon fils. En moins de 3 jours, lui et Daphné devraient complètement reconstruire leur vie résidentielle, trouver un nouveau logement et gérer toutes les complications pratiques résultant d'un déménagement forcé et inattendu. « Maman, ce n'est pas possible !» répéta Thierry, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de désespoir qui devenait de plus en plus fréquent. « Daphné ne sait encore rien de tout ça. Comment vais-je lui expliquer que nous avons perdu notre maison ?» J'observais mon fils lutter contre la réalité qui s'était imposée si brusquement. Pendant tant d'années, il avait évité les confrontations et les responsabilités, permettant à d'autres de prendre des décisions importantes à sa place. Maintenant,
il se voyait forcé d'affronter les conséquences de sa passivité prolongée. « Thierry, tu es un homme adulte, » répondis-je avec une fermeté maternelle. « Il est temps d'assumer la responsabilité des choix que tu as faits et de ceux que tu as permis à d'autres de faire en ton nom. » Mon fils me regarda avec une expression suppliante qui me rappelait le garçon qu'il était des décennies auparavant, cherchant toujours quelqu'un pour résoudre ses problèmes, sans qu'il ait besoin de s'impliquer directement. Cependant, cette situation exigeait une maturité et un courage qu'il devrait trouver en lui-même. « Y a-t-il une possibilité d'annuler cette vente ?» demanda Thierry avec un espoir désespéré dans la voix. « Peut-être en parlant aux acheteurs, en leur expliquant notre situation familiale. » J'ai secoué la tête négativement, gardant une expression sereine malgré la gravité de la situation. Les contrats avaient déjà été signés, l'argent transféré et toutes les procédures légales dûment conclues. Il n'y avait pas de retour possible pour des décisions prises avec une telle détermination. La transaction est entièrement finalisée, ai-je expliqué patiemment. Willy s'est assuré que tous les documents soient traités correctement. Les nouveaux propriétaires ont déjà des projets spécifiques pour la propriété. Thierry était resté silencieux pendant plusieurs minutes, absorbant progressivement l'irréversibilité de la situation. J'ai pu observer différentes émotions traverser son visage. Le déni initial, la colère croissante, la négociation désespérée et finalement une acceptation réticente de la réalité qui s'imposait. « Combien de temps comptez-vous rester dans cet hôtel ?» a demandé mon fils, déplaçant la conversation vers des questions plus pratiques. « Avez-vous déjà décidé où vous allez vivre définitivement ?» J'ai souri discrètement devant l'ironie de cette question. Pendant des semaines, Daphné m'avait traité comme une intruse qui devait trouver un autre endroit où vivre. Maintenant, ironiquement, elle et Thierry se retrouvaient dans la même situation qu'ils m'avaient imposée. J'envisage plusieurs options, ai-je répondu diplomatiquement. Peut-être un appartement plus petit dans un endroit pratique, ou même un déménagement dans une autre ville où je pourrais tout recommencer à zéro. La mention d'un possible déménagement loin d'ici sembla affecter Thierry profondément. Durant toutes ces années de conflits familiaux, il n'avait apparemment jamais envisagé la possibilité que je puisse simplement disparaître de sa vie de façon permanente. « Maman, vous n'avez pas besoin de quitter la ville à cause de cette situation, » dit mon fils avec une sincérité renouvelée. « Nous pouvons trouver un moyen de résoudre nos problèmes familiaux sans que vous ayez besoin de vous éloigner de tout ce que vous connaissez. » Ces paroles témoignaient d'une prise de conscience tardive que les relations familiales nécessitent des efforts et une attention constante. Thierry commençait enfin à comprendre qu'il avait négligé ses responsabilités de fils pendant une période excessivement longue. Cela dépendra beaucoup de la façon dont vous choisirez de gérer la nouvelle réalité, ai-je répondu calmement. Certaines paroles ne peuvent pas être effacées, Thierry. Certaines attitudes laissent des marques permanentes. Mon fils acquiesça gravement, reconnaissant que le chemin vers une relation saine serait long et exigerait des changements fondamentaux de comportement de toutes les parties concernées. La confiance brisée ne se reconstruit pas facilement, surtout quand elle implique des humiliations publiques et un manque de respect délibéré. « Puis-je vous demander ce que vous comptez faire de l'argent de la vente ?» demanda Thierry avec une curiosité évidente. « C'est une somme très importante pour quelqu'un de votre âge. » J'ai ri doucement devant l'ironie de ma propre situation. Pendant des décennies, je m'étais soucié de la sécurité financière, économisant soigneusement et évitant les dépenses inutiles. Maintenant, à 68 ans, je possédais suffisamment de ressources pour vivre luxueusement le reste de ma vie. Je compte utiliser cet argent pour garantir mon indépendance complète, ai-je expliqué honnêtement. Je ne veux plus jamais me retrouver dans une situation où je devrais dépendre de la générosité ou de la tolérance d'autres personnes pour avoir un toit au-dessus de ma tête. Thierry comprit immédiatement la référence indirecte au traitement que j'avais reçu dans sa maison. Ses joues rougirent légèrement, montrant sa gêne pour la façon dont il avait permis que sa femme me traite ces derniers mois. « Maman, quand Daphné découvrira la vente, elle sera absolument furieuse, » dit mon fils avec une appréhension croissante. Elle avait tant de projets pour cette maison
tant d'attentes concernant notre avenir là-bas. J'ai souri ironiquement face à cette préoccupation. Daphné avait construit des châteaux en Espagne basés sur une prémisse complètement incorrecte concernant ses droits légaux. Ses attentes grandioses avaient été fondées sur l'arrogance et l'ignorance, pas sur la réalité juridique. Thierry, votre femme aurait dû vérifier la documentation légale avant de faire des projets si ambitieux, ai-je fait remarquer naturellement. Les présomptions peuvent être très dangereuses quand elles concernent des questions immobilières. Mon fils acquiesça à contre-cœur, commençant à réaliser que beaucoup des problèmes actuels auraient pu être évités si lui et Daphné s'étaient préoccupés de bien comprendre leur situation juridique réelle. La négligence dans des questions importantes entraîne souvent des conséquences désagréables. « Que dois-je lui dire ?» demanda Thierry avec une anxiété évidente. « Comment puis-je expliquer que toute notre vie a changé en quelques jours ?» J'ai soigneusement réfléchi à ma réponse, reconnaissant que ce moment représentait une opportunité importante pour mon fils de développer le courage et la maturité qu'il avait évités pendant tant d'années. Il devait apprendre à faire face aux situations difficiles sans chercher à ce que d'autres assument ses responsabilités. « Dis la vérité », ai-je simplement répondu. « Explique que vous avez fait des suppositions incorrectes sur des questions juridiques importantes et que ces suppositions ont eu des conséquences réelles. » Thierry a lentement acquiescé, bien que son expression montre une appréhension significative concernant la conversation qu'il devrait avoir avec son épouse. Daphné n'était pas connue pour accepter les contretemps avec sérénité, particulièrement quand ils impliquaient la frustration de ses plans ambitieux. « Maman, serait-il possible que nous parlions tous ensemble ?» a demandé mon fils avec hésitation. « Peut-être que si Daphné entend directement de vous la situation juridique, elle comprendra mieux comment nous en sommes arrivés là. » J'ai fermement secoué la tête, rejetant cette suggestion sans hésitation. Ma dernière interaction avec Daphné avait été suffisamment claire et définitive. Je n'avais aucun intérêt à me soumettre à de nouvelles confrontations ou tentatives de manipulation émotionnelle. « Thierry, ton épouse a clairement fait comprendre que ma présence n'était pas la bienvenue, ai-je calmement rappelé. Je ne me mettrai pas dans une position où je pourrais être à nouveau manqué de respect ou humilié. » Mon fils a compris qu'il avait brûlé des ponts importants par sa passivité antérieure. La confiance et le respect, une fois perdus, ne se récupèrent pas facilement par des demandes tardives ou des tentatives désespérées de réconciliation forcée. « Je comprends parfaitement », a dit Thierry avec une résignation évidente. « C'est entièrement notre faute. Nous avons laissé la situation atteindre un point irréversible. » J'ai observé mon fils lutter contre le poids des conséquences de ses choix passés. Pendant des années, il avait évité de prendre des positions fermes dans les conflits familiaux, préférant maintenir une neutralité passive qui avait fini par permettre aux situations de se détériorer progressivement. « Thierry, il est encore temps pour vous de reconstruire vos vies, » ai-je offert avec une douceur maternelle. Cette situation peut être vue comme une opportunité pour recommencer à zéro, en prenant des décisions plus conscientes et responsables. Mon fils m'a regardé avec une gratitude sincère, reconnaissant que malgré tout ce qui s'était passé, je me souciais encore de son bien-être futur. L'amour maternel ne disparaît pas facilement, même quand il est blessé par la négligence ou le manque de respect prolongé. « Merci maman », a dit Thierry avec une sincérité évidente. « Je sais que je ne mérite pas ta générosité après tout ce qui s'est passé, mais j'espère pouvoir démontrer que j'ai appris de mes erreurs. » Ces paroles contenaient une maturité que je n'avais pas observée chez lui depuis longtemps. Peut-être que cette crise familiale pourrait catalyser des changements positifs qui ne se seraient jamais produits autrement. Parfois, des situations extrêmes sont nécessaires pour susciter une véritable croissance personnelle. « Le temps nous le dira », ai-je répondu diplomatiquement, maintenant une posture qui n'offrait pas de garantie facile, mais ne fermait pas non plus complètement les portes à une réconciliation future. Thierry s'est resté assis quelques minutes de plus, traitant mentalement tous les défis qu'il affronterait dans les prochaines heures. La conversation avec Daphné ne serait que le premier des nombreux obstacles pratiques qu'il devrait surmonter
pour réorganiser complètement sa vie domestique. « Maman, puis-je rester en contact avec toi dans les prochains jours ?» a demandé mon fils avant de se lever pour partir. Au cas où des questions pratiques surgiraient concernant le déménagement ou d'autres sujets connexes, j'ai acquiescé d'un signe de tête, reconnaissant que certaines questions administratives pourraient exiger une communication supplémentaire entre nous. Cependant, j'ai clairement fait comprendre par mon expression que cette communication serait strictement fonctionnelle, ne représentant pas un retour automatique aux schémas familiaux antérieurs. Thierry a pris congé avec une étreinte hésitante, démontrant à la fois de la gratitude et de l'appréhension concernant les défis qu'il affronterait dans les heures suivantes. J'ai observé mon fils traverser le hall de l'hôtel, portant le poids des responsabilités qu'il avait évitées pendant trop longtemps. Après le départ de Thierry, je suis resté dans la tranquillité de ma chambre d'hôtel, savourant la sérénité que j'avais conquise à travers des décisions courageuses et nécessaires. Le silence de cet environnement m'apportait une paix d'esprit que je n'avais pas expérimentée depuis des mois, libre des tensions constantes et des conflits quotidiens qui avaient caractérisé ma vie récente. Environ 2 heures après le départ de mon fils, le téléphone de la chambre a sonné avec insistance. J'ai répondu avec une certaine curiosité, ne m'attendant pas à recevoir des appels à cette heure précise de l'après-midi. La voix à l'autre bout du fil était familière, bien que chargée d'une urgence qui captiva immédiatement toute mon attention. « Madame Alain, c'est Willy », dit l'agent immobilier d'un ton professionnel mais légèrement altéré. « Je dois vous informer d'un développement important concernant la vente de la propriété. Les nouveaux propriétaires viennent de confirmer qu'ils souhaitent prendre possession immédiate des lieux. » Cette information ne me surprit pas particulièrement, étant donné que la transaction avait été finalisée et toutes les procédures légales dûment conclues. Les acheteurs qui investissent des sommes importantes dans l'immobilier sont généralement pressés de mettre en œuvre leurs projets spécifiques pour le bien acquis. « Je comprends parfaitement, » répondis-je calmement. « Quand exactement compte-t-il prendre possession de la maison ?» Willy sembla hésiter un moment avant de répondre, comme s'il pesait soigneusement ses prochains mots. Je pouvais percevoir dans son intonation qu'il y avait des aspects de la situation qu'il considérait comme délicats ou potentiellement problématiques. Les acheteurs veulent commencer les changements structurels dès lundi prochain, expliqua l'agent diplomatiquement. Ils ont engagé une entreprise de rénovation pour démarrer les travaux immédiatement. Je souris discrètement face à l'ironie de la situation. Daphné avait passé des semaines à planifier des modifications grandioses pour cette maison, sans imaginer que d'autres propriétaires mettraient en œuvre leur propre vision architecturale de manière bien plus rapide et efficace. Cela signifie que toute personne résidant encore dans la propriété devra partir avant la fin du week-end, poursuivit Willy avec une délicatesse évidente. J'ai pensé que vous aimeriez être informé de cette urgence temporelle. Je le remerciai de sa considération et raccrochai, réfléchissant aux implications pratiques de cette information. Thierry et Daphné auraient moins de 48 heures pour organiser un déménagement complet, incluant tous leurs effets personnels et des arrangements de logement alternatifs. Environ 1 heure plus tard, mon portable sonna affichant le numéro de Thierry. Je décrochai, m'attendant à entendre parler de sa conversation avec Daphné, curieuse de savoir comment elle avait réagi à la révélation de la vente de la propriété et ses implications légales. « Maman, j'ai tout dit à Daphné », dit mon fils d'une voix visiblement bouleversée. Sa réaction a été intense, beaucoup plus dramatique que ce que j'avais anticipé, même en considérant son tempérament habituellement explosif. Je pouvais entendre des bruits de fond, suggérant une agitation domestique significative, possiblement des objets déplacés avec une force inutile ou des portes claquées avec un impact excessif. La réponse émotionnelle de Daphné se manifestait apparemment à travers des actions physiques dramatiques. Elle nie que la vente soit légalement valide, poursuivit Thierry avec une frustration évidente. Daphné insiste qu'il doit exister un moyen de contester la transaction.
alléguant qu'elle n'a pas été correctement consultée sur les décisions affectant sa résidence. Je secouai la tête face au refus persistant de Daphné d'accepter des réalités légales inconvenantes. Son arrogance avait créé une bulle d'illusion qui éclatait maintenant de façon particulièrement abrupte et inconfortable. « Thierry, tu lui as clairement expliqué que la propriété était enregistrée exclusivement à mon nom ?» demandai-je patiemment, bien que je connaisse déjà la réponse à travers les réactions décrites par mon fils. « Je l'ai expliqué plusieurs fois, » répondit Thierry avec une fatigue audible. « J'ai même montré les copies des documents que vous m'aviez envoyés par email. Mais Daphné continue d'insister qu'il doit y avoir une erreur dans la documentation ou une irrégularité dans le processus de vente. » Le déni persistant de Daphné face à des preuves documentaires claires démontrait sa difficulté fondamentale à accepter les situations où elle ne possédait ni contrôle ni influence directe. Sa personnalité dominatrice s'était développée dans l'attente que la réalité se conformerait à ses désirs. « Mon fils, je dois t'informer d'une complication supplémentaire, » dis-je calmement. « Les nouveaux propriétaires veulent prendre possession immédiate de la maison. Vous avez jusqu'à dimanche pour retirer toutes vos affaires. » Le silence qui suivit fut si prolongé que je vérifiai si la communication n'avait pas été coupée. Finalement, j'entendis Thierry respirer profondément avant de répondre d'une voix mêlant désespoir et résignation croissant. « Maman, c'est impossible, » protesta mon fils. « Nous n'avons nulle part où aller avec si peu de temps de préparation. Daphné est en panique totale et je ne sais pas comment organiser un déménagement aussi rapidement. » Je compris que cette situation représentait le moment de plus grande pression que Thierry avait affronté dans sa vie d'adulte. Pendant des décennies, il avait évité les responsabilités difficiles, trouvant toujours des moyens de transférer les décisions complexes à d'autres. « Thierry, il y a des hôtels et des appartements meublés disponibles pour une location temporaire. » ai-je suggéré de manière pragmatique. « Vous pouvez organiser une solution provisoire pendant que vous cherchez un logement permanent plus adapté. » Mon fils semblait considérer cette suggestion pendant quelques instants, bien que sa respiration trahisse encore une anxiété significative concernant les défis logistiques qu'il devrait affronter dans les heures à venir. La réalité de sa nouvelle situation s'imposait inexorablement. Daphné dit qu'elle va chercher un avocat pour contester la vente, informa Thierry avec hésitation. Elle pense pouvoir prouver une irrégularité légale ou une coercition indue dans le processus. J'ai ri doucement devant la naïveté persistante de ma belle-fille. Des avocats compétents expliqueraient rapidement que les propriétaires légitimes ont le droit absolu de vendre leurs biens sans consulter les locataires ou les membres de la famille qui n'ont aucun droit légal sur la propriété. Mon fils, Daphné peut consulter autant d'avocats qu'elle le souhaite, ai-je répondu sereinement. Cependant, la documentation légale est claire et incontestable. La propriété était enregistrée exclusivement à mon nom depuis plus de 20 ans. Thierry soupira profondément, reconnaissant que les tentatives désespérées de son épouse pour renverser la situation étaient fondées sur des espoirs irréalistes, plutôt que sur de réelles possibilités juridiques. La réalité légale ne changerait pas par le déni émotionnel ou les consultations juridiques. « Maman, puis-je vous poser une question personnelle ?» dit mon fils après une pause considérable. « Aviez-vous planifié cette séquence d'événements depuis le début ou était-ce une réaction spontanée au traitement que vous avez reçu ?» J'ai soigneusement considéré ma réponse, reconnaissant que cette question touchait au cœur des motivations qui avaient guidé mes décisions récentes. La vérité était complexe, impliquant à la fois une planification stratégique et des réactions émotionnelles à des circonstances inacceptables. Thierry, j'ai toujours su que je disposais de recours légaux si j'étais traité de manière inacceptable, ai-je expliqué honnêtement. Cependant, je n'ai jamais souhaité utiliser ces ressources contre ma propre famille. Les actions que j'ai prises étaient des conséquences directes du manque de respect que j'ai reçu. Mon fils s'est resté silencieux, assimilant les implications de ma réponse. Pendant des années, il avait sous-estimé tant ma capacité d'action indépendante que ma volonté de défendre ma dignité quand nécessaire. « Je comprends », dit finalement Thierry.
Nous vous avons forcé à prendre des décisions drastiques par notre comportement inapproprié. La faute nous revient entièrement. » Ces paroles démontraient une maturité que je n'avais pas observée chez lui depuis longtemps. Peut-être que cette crise familiale pourrait catalyser des changements positifs qui ne se seraient en jamais produits autrement dans sa personnalité et son approche de la vie. L'important maintenant est la façon dont vous choisirez d'avancer, ai-je observé de manière constructive. Cette situation peut être vue comme une opportunité de reconstruire vos vies sur des bases plus solides et réalistes. À ce moment-là, j'ai entendu des bruits de fond, suggérant que Daphné était revenue dans la conversation avec Thierry. Je pouvais distinguer sa voix élevée, posant des questions rapides et apparemment anxieuses sur notre conversation téléphonique. « Maman, Daphné veut vous parler, » dit Thierry avec hésitation. Elle insiste sur le fait qu'elle peut résoudre cette situation par une conversation directe. Puis-je lui passer le téléphone? J'ai fermement secoué la tête, même en sachant que mon fils ne pouvait pas voir mon geste de refus. Ma dernière interaction avec Daphné avait été suffisamment claire et définitive. Je n'avais aucun intérêt à me soumettre à de nouvelles confrontations ou tentatives de manipulation émotionnelle. Thierry, votre épouse a eu plusieurs occasions de me traiter avec un respect élémentaire, ai-je rappelé calmement. Elle a délibérément choisi la voie du manque de respect et de l'humiliation. Je ne m'exposerai pas à plus d'abus verbaux. Je pouvais entendre Daphné parler intensément en arrière-plan, sa voix chargée d'une frustration évidente face à mon refus de participer à une conversation directe. Son besoin de contrôler les situations par des confrontations verbales était contrarié par ma décision de maintenir mes distances. Elle dit qu'elle peut expliquer le malentendu, insista Thierry avec un espoir désespéré. Daphné affirme que ses paroles ont été mal interprétées et qu'elle n'a jamais vraiment eu l'intention de vous manquer de respect. J'ai souri ironiquement face à cette tentative de révision historique. Les paroles de Daphné avaient été cristallines dans leur intention et leur impact. Il n'y avait pas de place pour les malentendus quand quelqu'un est explicitement traité de vieille et sommé de quitter sa propre maison. Mon fils, certaines paroles ne peuvent pas être défaites par des explications ultérieures, ai-je répondu fermement, particulièrement lorsqu'elles ont été prononcées avec tant de clarté et d'intention délibérée. Thierry soupira à nouveau, reconnaissant que les ponts brûlés par son épouse ne pourraient pas être reconstruits par des excuses tardives ou des tentatives désespérées de réinterprétation des événements passés. La confiance et le respect, une fois perdus, ne se retrouvent pas facilement. « Maman, que va-t-il nous arriver maintenant ?» demanda mon fils avec une vulnérabilité qui me rappelait le petit garçon qu'il était des décennies plus tôt. Nous sommes complètement perdus et ne savons pas comment procéder. J'ai ressenti un élan de compassion maternelle face au désarroi évident dans sa voix. Malgré tout ce qui s'était passé, Thierry restait que mon fils, et sa situation désespérée éveillait des instincts protecteurs temporairement étouffés par la colère et la déception. « Vous êtes des adultes capables, » ai-je répondu avec une douce fermeté. « Vous avez l'éducation, les compétences professionnelles et les ressources pour reconstruire vos vies. Cette situation pourrait être le catalyseur dont vous aviez besoin pour développer une véritable indépendance. » Mes paroles contenaient à la fois encouragement et limites claires. J'étais prête à offrir un soutien émotionnel et des conseils pratiques, mais je ne prendrais pas en charge des responsabilités qui leur appartenaient légitimement en tant qu'adulte fonctionnel. « Merci, maman, » dit Thierry avec une sincérité authentique. « Je sais que je ne mérite pas ta gentillesse après tout ce qui s'est passé, mais ta patience signifie beaucoup pour moi en ce moment difficile. » Ces paroles démontraient une reconnaissance tardive que les relations familiales nécessitent un soin et une réciprocité constante. Thierry commençait enfin à comprendre qu'il avait négligé ses responsabilités de fils pendant une période excessive. L'amour maternel ne disparaît pas facilement, ai-je admis doucement. Cependant, le respect et la confiance doivent être reconstruits par des actions cohérentes, pas seulement par des paroles de regret. Notre conversation s'est terminée avec des promesses de communication future sur des questions pratiques, bien que nous comprenions tous les deux que notre relation familiale avait été fondamentalement altérée
par les événements récents. Le chemin du retour serait long et exigerait des changements sincères de toutes les parties concernées. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le fauteuil de ma chambre, réfléchissant au parcours extraordinaire que j'avais accompli en une semaine seulement. La femme qui avait été humiliée et chassée de sa propre maison possédait maintenant une liberté totale pour reconstruire sa vie exactement comme elle le souhaitait, 18 mois plus tard. Je me suis levée tôt ce matin de printemps, comme c'était devenu mon habitude depuis mon déménagement dans l'appartement du centre-ville. La vue depuis la fenêtre de mon nouveau foyer révélait un paysage urbain vibrant, complètement différent du jardin de banlieue qui avait caractérisé ma vie pendant tant de décennies. Ce changement radical de décor symbolisait parfaitement la transformation profonde que mon existence avait connue ces derniers mois. L'appartement que j'avais choisi était élégant et fonctionnel, situé dans un immeuble résidentiel moderne avec tous les services qu'une femme de mon âge pourrait désirer. Gardien 24 heures sur 24, salle de sport au dernier étage, salon social pour les événements et un emplacement privilégié qui me permettait de marcher jusqu'aux banques, pharmacies et restaurants sans dépendre des transports. L'indépendance totale que j'avais toujours désirée était enfin devenue une réalité tangible. Pendant ces 18 mois, j'ai établi une routine satisfaisante qui combinait activités sociales, soins personnels et petits plaisirs que j'avais négligés pendant des années de dévouement exclusif à la famille. Je me suis inscrite à un cours d'histoire de l'art à l'université locale. J'ai retrouvé d'anciennes amies que j'avais perdues de vue. Et j'ai découvert une passion inattendue pour le jardinage urbain à travers les plantes que je cultivais sur le grand balcon de mon appartement. Les ressources financières de la vente de la maison m'apportaient une sécurité absolue. J'avais investi la majeure partie de l'argent dans des placements conservateurs qui généraient un revenu mensuel suffisant pour maintenir mon niveau de vie confortablement, tout en préservant le capital principal pour les urgences futures ou les opportunités spéciales qui pourraient se présenter. Pour la première fois depuis des décennies, je ne m'inquiétais plus des questions financières. Ce matin-là, pendant que je préparais mon café et organisais mentalement les activités de la journée, le téléphone a sonné affichant le numéro de Thierry. Ces derniers mois, mon fils avait maintenu un contact régulier avec moi, toujours respectueux et attentif à ne pas dépasser les limites que j'avais établies après notre réconciliation progressive. « Bonjour maman », dit Thierry avec une cordialité qui sonnait véritablement mature. « J'espère ne pas appeler trop tôt. Je voulais t'inviter à déjeuner avec nous dimanche si tu es disponible. » J'ai souri discrètement face à la politesse formelle qui caractérisait désormais nos interactions. Thierry avait appris à me traiter avec le respect que j'avais toujours mérité, reconnaissant que notre relation devait être reconstruite sur des bases entièrement nouvelles. Le changement dans son comportement était remarquable et réconfortant. « Bien sûr, Thierry, » ai-je répondu calmement. « Où habitez-vous maintenant, toujours dans l'appartement que vous aviez loué le premier mois ?» Mon fils a ri doucement, son empreinte d'une légèreté que je n'avais pas entendue depuis des années. En fait, nous avons acheté une petite maison dans le quartier des Acacias. Rien de trop ambitieux, mais c'est à nous et cela reflète nos possibilités réelles. Daphné s'est appliquée à la décorer avec beaucoup de soin et de goût. Cette information m'a agréablement surprise. Durant les premiers mois après la vente forcée de la propriété, Thierry et Daphné avaient rencontré des difficultés significatives pour s'installer dans une nouvelle résidence. Savoir qu'ils avaient réussi à acheter leur propre maison indiquait qu'ils avaient tous deux développé une plus grande maturité financière et un sens de la planification responsable. Je suis heureuse d'apprendre que vous avez réussi à vous organiser convenablement, ai-je dit avec une sincérité authentique. Comment Daphné gère-t-elle tous ces changements? Thierry a hésité un moment avant de répondre, comme s'il choisissait soigneusement ses mots pour transmettre des informations délicates sans créer de malaise inutile pour quiconque participant à la conversation. « Elle a beaucoup changé, maman », a admis mon fils honnêtement. Les premiers mois ont été vraiment difficiles pour Daphné. Elle a dû faire face à certaines réalités sur elle-même
qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant. Elle a même suivi une thérapie pour gérer ses problèmes de contrôle et ses attentes irréalistes. Cette révélation m'a profondément impressionnée. Durant toutes les années où j'avais connu ma belle-fille, elle avait toujours manifesté une confiance absolue en ses propres perceptions et jugements. Imaginer Daphné cherchant une aide professionnelle pour examiner ses comportements suggérait une transformation personnelle bien plus profonde que je n'aurais cru possible. Cela démontre beaucoup de courage de sa part, ai-je observé diplomatiquement, reconnaissant que les véritables changements de personnalité nécessitent un effort considérable et l'humilité d'admettre ses imperfections personnelles. Daphné aimerait beaucoup avoir l'opportunité de vous parler, a poursuivi Thierry avec précaution, non pas pour justifier ses comportements passés, mais pour montrer les changements qu'elle a mis en œuvre dans sa vie. Elle comprend qu'elle doit regagner votre confiance par des actions cohérentes. J'ai soigneusement considéré cette proposition, pesant ma curiosité naturelle concernant les transformations de Daphné contre mon besoin de protéger la paix émotionnelle que j'avais conquise durant ces mois d'indépendance. Le temps avait adouci certaines des blessures les plus profondes, mais certains souvenirs avaient encore le pouvoir de causer de l'inconfort. Thierry, je peux envisager cette possibilité progressivement, ai-je répondu diplomatiquement. Peut-être en commençant par des rencontres en groupe, où nous nous sentirons tous plus à l'aise pour interagir naturellement. Mon fils a exprimé une gratitude évidente pour mon ouverture à considérer un rapprochement avec Daphné, bien que nous comprenions tous deux que toute réconciliation serait un processus lent qui dépendrait entièrement des actions futures de toutes les parties impliquées. 3 jours plus tard, je me suis rendu à l'adresse que Thierry avait fournie pour notre déjeuner dominical. Le quartier des Acacias était une zone résidentielle de classe moyenne, caractérisée par des maisons petites mais bien entretenues, des jardins modestes et une atmosphère familiale tranquille. La propriété que mon fils et ma belle-fille avaient acquise était une construction simple de 2 étages, avec une façade peinte en ton doux et un jardin avant aménagé avec des plantes locales. Daphné a ouvert la porte quand j'ai sonné, et j'ai été sincèrement surprise par son apparence. Elle s'était coupé les cheveux dans un style plus conservateur, portait des vêtements discrets aux couleurs neutres, et son expression démontrait une sérénité qui contrastait radicalement avec l'arrogance qui avait caractérisé nos dernières rencontres des années auparavant. « Bonjour, Aurélie », a dit Daphné avec une cordialité respectueuse, évitant les familiarités excessives qui auraient sans pu être interprétées comme présomptueuses. « Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre présence ici signifie beaucoup pour nous. » J'ai observé attentivement son langage corporel tandis qu'elle me conduisait à travers la maison. Daphné maintenait une posture humble mais digne, parlait d'un ton modéré et démontrait une considération sincère pour mon confort pendant la visite. La différence dans son comportement était si radicale qu'elle en était déconcertante. La maison était décorée avec goût, mais de manière beaucoup plus modeste que les plans grandioses que Daphné avait développés pour mon ancienne propriété. Les meubles étaient fonctionnels et élégants, les couleurs harmonieuses mais discrètes, et chaque pièce reflétait le pragmatisme plutôt qu'une ostentation inutile. « J'ai préparé un déjeuner simple », expliqua Daphné en me montrant la salle à manger. « Je me souviens que vous aimiez toujours les plats traditionnels faits maison. Alors j'ai préparé un ragoût de viande aux légumes et un flan au caramel pour le dessert. » Cette attention portée à mes goûts culinaires m'a agréablement surprise, particulièrement considérant que durant notre cohabitation précédente, Daphné manifestait rarement de l'intérêt pour mes préférences personnelles. Sa capacité à se souvenir de détails spécifiques suggérait un changement fondamental dans son approche des relations interpersonnelles. Pendant le déjeuner, nous avons maintenu une conversation cordiale sur des sujets neutres, les plantes du jardin, les activités que j'avais développées dans mon nouvel appartement, les projets professionnels de Thierry et les améliorations qu'ils avaient apportées à la maison. Daphné participait à la conversation de manière respectueuse, posant des questions pertinentes et offrant des commentaires constructifs sans essayer de dominer la discussion. Après le repas, pendant que Thierry préparait le café dans la cuisine,
Daphné s'est adressée à moi avec une gravité évidente, qui indiquait son intention d'aborder des questions plus délicates que nous avions évitées pendant le déjeuner. « Aurélie, je voudrais profiter de ce moment pour vous présenter mes sincères excuses, » dit Daphné avec une humilité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Mon comportement pendant notre cohabitation était inacceptable. Je vous ai traité avec un manque de respect, une arrogance et une cruauté qui n'avaient aucune justification. Ces paroles portaient une sincérité qui semblait authentique, accompagnée d'un langage corporel qui démontrait une gêne réelle plutôt qu'une manipulation calculée. J'ai observé attentivement son expression, cherchant des signes de théâtralité ou d'intention cachée, mais je n'ai trouvé qu'un remords apparemment authentique. Daphné, je reconnais que vous avez traversé des transformations significatives. Ai-je répondu calmement, maintenant une posture qui n'offrait pas un pardon facile, mais ne fermait pas non plus complètement les portes à une réconciliation future. Les changements véritables nécessitent du temps pour être validés par des actions cohérentes. Elle a acquiescé gravement, montrant qu'elle comprenait que la confiance brisée ne se reconstruit pas à travers des excuses isolées, mais uniquement par des comportements respectueux maintenus constamment au fil du temps. Thierry est revenu avec le café et notre conversation s'est orientée vers des projets futurs et des possibilités de rencontres familiales occasionnelles. Nous avons établi un calendrier modeste d'interactions sociales qui nous permettrait de reconstruire progressivement notre dynamique familiale sur des bases plus saines et respectueuses. En partant cet après-midi-là, j'ai ressenti un mélange complexe de satisfaction et d'espoir prudent. Le parcours qui avait commencé par l'humiliation et l'expulsion de ma propre maison avait évolué vers une situation où je possédais une indépendance complète, une sécurité financière absolue et des relations familiales qui me traitaient un temps fin avec la dignité que j'avais toujours méritée. Je suis retournée à mon appartement en réfléchissant aux profondes leçons que cette expérience m'avait enseignées. J'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour défendre sa dignité personnelle, que l'indépendance financière procure des libertés émotionnelles inattendues et que des relations saines ne sont possibles que lorsqu'elles sont basées sur un respect mutuel authentique. La femme qui avait été expulsée de sa propre maison d'X 8 mois auparavant n'existait plus, remplacée par quelqu'un qui comprenait enfin sa propre valeur et possédait les ressources pour la protéger adéquatement.